Bonjour à tous, ici Julien pour la chaîne YouTube des 100 livres de développement personnel en 2018. Aujourd'hui, on va finir notre liste de lecture sur les différentes religions du monde par la pratique du zen par Tenzin Deshimaru, qui est un maître zen, du coup, du zen japonais. Lorsque j'ai choisi ce livre dans la liste de lecture, je ne savais pas que le zen était une branche du bouddhisme en fait. Donc il y a plein de choses en fait qui ont été écrites dans ce livre, que je vais vous résumer ici, qui ont été tout simplement une répétition des principes bouddhistes qu'on avait déjà vus lors d'une ancienne vidéo. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur les enseignements de Bouddha de Valpola, un livre très intéressant. Et il y a énormément de choses en fait qui reviennent dans ce livre-là, et donc je ne vais pas les répéter, ça servirait pas à grand chose. Ce que je vous invite donc à faire, c'est de voir la vidéo des enseignements de Bouddha si vous ne l'avez pas vu, et de revenir ici pour voir quelles sont les pratiques zen à part entière, puisque je ne vais dans cette vidéo m'attaquer que à ce qui est véritablement de la branche zen du bouddhisme. Voilà, donc tout ce qui va être par exemple du dharma, des nobles vérités, ou de la voie du milieu par exemple, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Là je vais vraiment parler de ce qui est propre au bouddhisme zen japonais. Alors, pour commencer du coup, alors le zen qu'est-ce que c'est? C'est, comme je disais du coup, une branche du bouddhisme qui est spécifique au Japon. Il y a deux grandes écoles en fait dans le zen, qui est le Raizen et le Soto. L'auteur du livre donc Tenzin Deshimaru est de l'école Soto et nous décrit donc ses pratiques dans ce livre. Alors je rappelle quand même vraiment les bases fondamentales du bouddhisme. L'idée du bouddhisme, c'est d'atteindre ce qu'on appelle l'état de Bouddha. Bouddha en fait c'est un titre, c'est pas quelqu'un de physique, c'est un titre comme chercheur par exemple, c'est un titre sur une personne. Et il y a eu plusieurs Bouddhas au cours de l'histoire. Ce qu'on appelle Bouddha en fait, ce sont des illuminés, des gens qui ont atteint un degré d'illumination finalement. Le fait d'avoir complètement supprimé son ego et d'être devenu quelqu'un de bienheureux absolu en fait. Donc c'est un peu ça l'idée. La nature de Bouddha en fait, d'après le bouddhisme zen notamment, c'est le fait d'avoir plus aucune pensée d'ego en fait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rester concentré absolument tout le temps sur le moment présent, sur ce qu'on fait là maintenant tout de suite, et c'est tout en fait. Il n'y a pas le droit de penser au futur, au passé, à toutes ces choses là. L'idée étant de vraiment rester concentré sur ce qu'on fait là maintenant tout de suite, et ce pour tout le restant de sa vie. C'est ça l'état de Bouddha en fait finalement. C'est un état tout à fait simple en fait, dans lequel on est joyeux et dans lequel on vit simplement. Voilà, tout bêtement. Et en fait, pour atteindre cet état-là, en fait, l'idée étant de se couper complètement des différents sens, de nos différents sens, c'est-à-dire qu'on a des sens, en fait, finalement, la vue, l'ouïe, pour capter le monde extérieur. Et d'après le bouddhisme, il y a aussi le sens des idées, c'est-à-dire que notre cerveau serait comme un récepteur à idées qui viendrait du monde extérieur. Un peu comme les sons viennent du monde extérieur qui sont captés par nos oreilles. Eh bien, d'après le bouddhisme, d'après le Bouddha plutôt, originellement, les idées viennent elles aussi du monde extérieur qui est capté par notre cerveau, mais que les idées ne nous appartiennent pas en tant que telles. Le fait de croire que nos idées nous appartiennent, c'est ça qu'ils appellent l'ego, en fait. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut se séparer de son ego pour véritablement être illuminé. Et pour pouvoir faire ça, ils font quelque chose qu'ils appellent la méditation, qui est quelque chose qui est extrêmement utilisé par tous les bouddhistes au monde, et pas seulement par les zen, mais c'est de cette base-là, en fait, à partir de cette base-là que le zen existe, en fait, tout bêtement. La différence, en fait, avec le zen et le reste du bouddhisme, c'est que la philosophie zen est extrêmement codifiée, c'est-à-dire que la pratique de la méditation, qui était déjà assez codifiée dans le bouddhisme originel, est extrêmement codifiée encore plus dans le zen, par une pratique qu'ils appellent le zazen en fait. Alors là, déjà la méditation, qu'est-ce que c'est spécifiquement? La méditation, c'est le fait, comme je disais, de rester concentré tout le temps à fond, sans pensée aucune sur ce qu'on fait. Donc vraiment être concentré tout le temps sur ce qu'on fait là maintenant tout de suite, et de ne pas penser à autre chose. La méditation, c'est vraiment ça, sauf que l'on ne fait absolument rien. On ne fait absolument rien, on reste assis en position du lotus ou en tailleur sur un coussin ou sur une chaise, on ne fait absolument rien et on reste concentré sur le fait qu'on ne fait rien. C'est tout. Voilà, c'est vraiment... voilà.
Et ça, c'est ce qu'ils appellent le zazen. Le truc, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que le zazen, c'est une pratique de méditation. Les Japonais qui pratiquent le zazen vont dans un dojo, hein, par exemple. On n'est pas obligé d'aller dans un dojo, on peut le pratiquer n'importe où, en fait, le zazen, mais en tout cas, voilà. Il y a une cérémonie qui permet d'aller au dojo et de pratiquer le zazen en collectif. On se met tous dans un dojo. Il y a le maître du temple, du coup, qui est là et qui vérifie que les différents participants restent effectivement présents à ce qu'ils font, c'est-à-dire rien. Restent leur cerveau concentré sur rien. Et comment est-ce qu'il fait pour savoir ça? Parce qu'il ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Et donc du coup, ce qu'ils ont mis en place dans le zazen, c'est de mettre une posture particulière, d'avoir une posture particulière qui fait que si on relâche notre concentration, et bien finalement notre posture se déforme, et comme ça le maître du dojo sait immédiatement qui est concentré ou qui ne l'est pas. Par exemple, l'idée c'est d'avoir une posture de méditation qui est de se mettre en position du lotus. Donc la position du lotus, c'est d'avoir les pieds, c'est d'avoir la position en tailleur, mais avec les pieds sur les cuisses. Il faut avoir pas mal de souplesse, hein. Moi j'ai essayé, j'y arrive pas, par exemple. Et d'avoir les mains, par exemple, alors je vais pas vous le montrer, mais d'avoir les mains comme ça, vous voyez, posées sur ses pieds. Et d'avoir le dos bien droit, ok, d'avoir la tête aussi très droite. Et d'avoir les genoux vraiment ancrés dans le sol et d'avoir vraiment la tête qui se pointe vers le ciel. Et en fait, cette position-là, elle crée un petit peu de tension dans le corps. Pas quelque chose d'extraordinaire, mais un petit peu, ce qui fait que si on relâche notre concentration, eh bien immédiatement notre posture va changer. Et c'est ça qui va permettre aux surveillants, du coup, de nous donner un coup de bâton pour qu'on se remette dans notre méditation. Voilà, donc ça c'est pour la posture. Il y a aussi tout un... Ça c'est juste la posture en fait. Et il y a aussi plein d'autres choses en fait dans le zazen pour vraiment réussir son zazen, sa séance de méditation, qui est le fait de se concentrer sur notre respiration notamment. L'idée étant de respirer d'une certaine manière qui fait qu'on va avoir une respiration plutôt lente et profonde, et qui permet là encore de se rendre compte assez rapidement si on est concentré ou pas. Si on est vraiment concentré sur notre respiration, on va pouvoir vraiment la contrôler et avoir une respiration particulièrement profonde et lente. Alors que si on n'est pas concentré sur notre respiration, on respire comme on respire tout le temps, c'est-à-dire quand on n'y pense pas, et donc on va avoir une respiration plus classique. Et donc voilà, ça c'est un indicateur qui nous dit qu'on n'est pas concentré aussi sur le moment présent, encore une fois. Il y a aussi l'idée que le zazen permet aussi de rééquilibrer son cerveau un peu. C'est-à-dire que l'auteur parle un petit peu pas de neurosciences, parce que ça n'existait pas exactement encore à cette époque-là, mais presque. C'est-à-dire que dans notre monde civilisé, dans notre monde développé plutôt, l'auteur décrit le monde comme des gens qui pensent en fait de plus en plus, qui intellectualisent les choses de plus en plus, là où les anciens ou les gens qui sont dans des peuples qui sont moins développés ont tendance à être beaucoup plus intuitifs, à être beaucoup plus présents à ce qu'ils font et être beaucoup plus directs dans les choses, dans leur rapport aux choses. Là où les gens qui vivent dans des civilisations plus développées auront tendance à rationaliser, intellectualiser beaucoup plus, ce qui nous déconnecte un peu avec le monde réel finalement. Et en fait, ça se mesure dans le cerveau par une activité cérébrale différente. Aujourd'hui, on appelle ça des différents types d'intelligence. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas que l'intelligence rationnelle, celle qui permet de faire des calculs par exemple, qui existe. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence corporelle aussi. Par exemple, lorsque vous vous rappelez plus de votre code de carte bleue, eh bien vous vous refaites les gestes pour vous rappeler en fait de votre code. Ça c'est de l'intelligence corporelle par exemple. C'est juste un petit exemple comme ça, mais il y a plein d'autres choses, et notamment le fait d'être complètement déconnecté comme ça avec la réalité des choses, fait qu'on manque énormément d'intuition, on perd notre intuition, alors que c'est une réelle capacité, un truc réellement intéressant à développer en fait dans notre vie de tous les jours. Le truc, du coup, c'est qu'avec Zazen, avec la pratique de la méditation, on se rend compte qu'on arrive à rééquilibrer nos différents cerveaux, finalement, les différentes aires de notre cerveau,
et qu'on arrive du coup à améliorer notre intuition, à améliorer notre bien-être au quotidien de manière générale. Alors, il n'en parle pas dans le livre là d'ailleurs, mais je vous le dis quand même, il y a eu tout un tas d'études, on va dire, sur la méditation et le cerveau au cours de ces dernières années, au cours de ces 15-20 dernières années, et il y a énormément d'études, et elles ont toutes à peu près la même conclusion, c'est-à-dire que la méditation est très efficace pour la concentration, pour le bien-être en fait mental, le bien-être psychique. C'est quelque chose de vraiment... Enfin, la méditation est quelque chose qui a énormément de bienfaits. Voilà, donc je vous laisse chercher sur Google si jamais ça vous intéresse. Je ferai une vidéo spécifiquement sur la méditation de toute manière. Alors, dans le zen, il y a aussi la notion d'esthétique. C'est-à-dire que la posture en elle-même est quelque chose qui est là juste pour aider au fait de rester concentré sur le moment présent. Mais elle revêt aussi une forme esthétique, il faut que la posture soit belle parce que tant qu'à faire, pourquoi pas. Donc l'idée c'est qu'il y a aussi tout un tas de choses qu'il faut faire, c'est-à-dire que le côté esthétique du zen est beaucoup plus poussé dans le bouddhisme, tout simplement parce que dans le bouddhisme, l'esthétique, il n'y en a pas. Alors, c'est-à-dire que dans le zen, chaque geste qu'on doit faire, on doit être vraiment complètement présent à ce qu'on fait. Ok ? Et donc, tout ce qui est artistique, tout ce qui est artisanal et artistique, va être... On doit, pour chaque chose qui relève de l'art et de l'artisanat par exemple, être vraiment concentré à fond sur ce qu'on fait. Même pas que sur l'art et l'artisanat, mais toujours est-il que ça se voit. C'est-à-dire que, par exemple, les jardins zen, vous voyez, ça, c'est assez typique de comment est-ce que le zen fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les gens qui sont extrêmement méticuleux avec la taille des arbres, par exemple. Extrêmement méticuleux dans la fabrique des sabres, par exemple, pour ceux qui fabriquent des sabres. Vous savez, les sabres, les katanas japonais, eh bien, ils sont fabriqués par des maîtres forgerons qui ont un nom spécial que je ne connais pas. Et ils ont, à la base, en fait, c'est une pratique spirituelle, là aussi. La fabrique et l'utilisation d'un sabre est une pratique spirituelle en tant que telle. Parce qu'on doit toujours être concentré à fond sur ce que l'on fait. Tiens, d'ailleurs, un katana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un machin comme ça, en fait. Voilà, tout bêtement. Voilà, c'est un sabre japonais. Bon, celui-là, il n'est pas très fidèle, mais c'est à ça que ça ressemble, grosso modo. Ah, j'ai du budget pour la déco, Comme quoi. Et comme chaque geste qu'on doit faire doit être vraiment précis et contrôlé, et bien du coup, les arts martiaux ont une valeur spirituelle très forte. Alors en Occident, nous, on voit vraiment les arts martiaux comme un sport, véritablement, comme un sport de compétition ou un sport d'autodéfense. Mais dans la pratique zen, et bien dans la pratique bouddhiste, véritablement c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est une pratique spirituelle à part entière, comme chaque geste que l'on fait doit être contrôlé, et ben dans les arts martiaux c'est quand même particulièrement important. On doit vraiment contrôler sa respiration, contrôler les gestes que l'on fait. Et comme c'est quelque chose qui est aussi dans le zen, et bien les arts martiaux sont une prolongation du zen là aussi. C'est pour ça que on retrouve comment dire tout ce qui est du kung-fu, du karaté, tout ça, ça vient d'Asie ou de là où se trouve là où sont enseignés le bouddhisme en fait. Le yoga aussi est très utilisé là-dessus, c'est-à-dire que l'auteur parle aussi du yoga comme étant une pratique tout à fait valable pour atteindre l'illumination. Alors que le yoga c'est quelque chose qui est indien, quelque chose qui est très très lointain, en fait on pourrait penser du bouddhisme. Sauf que à la base, faut pas oublier que le bouddhisme est une branche de l'hindouisme qui est dérivée et qui est devenue une religion à part entière. Donc voilà, il y a pas mal d'affiliations là-dessus. Mais par exemple, dans les sports de combat ou dans les arts martiaux, vous savez, le mot do, par exemple dans judo, dans aikido, eh bien le mot do veut dire la voie, notamment la voie spirituelle pour atteindre l'illumination. Donc comme quoi, voilà, ça veut dire vraiment le fait de contrôler son esprit, de contrôler ses gestes et d'abandonner son ego lorsqu'on fait de l'art martiaux. Et notamment, j'avais déjà vu l'interview de quelqu'un qui pratiquait les arts martiaux, qui avait pratiqué les arts martiaux très intensément pendant une période de sa vie, et qui m'avait dit, qui avait dit dans cette interview qu'après cette période-là, il n'avait plus ressenti la moindre colère en fait en lui-même. C'est-à-dire que la pratique des arts martiaux permet d'évacuer complètement sa colère et et son ego finalement en quelque sorte. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi proche de la pratique du zen.
Il y a aussi quelque chose qui est assez différent entre le zen et le bouddhisme classique, c'est plutôt le rapport à la mort. Dans le bouddhisme classique, ça reprend un peu le système hindouiste, cette idée de réincarnation, du samsara, qui est que les âmes des gens du coup se transplantent dans un autre corps pour perpétuer le cycle des réincarnations. Dans le zen, l'auteur nous dit que le zen ne croit pas à ça, et que à la mort, il n'y a plus rien qui se passe, en fait on disparaît complètement. Mais que le fait d'être concentré tout à fait en permanence sur le moment présent fait qu'on n'a plus peur en fait de la mort. Que quand la mort survient, eh bien on l'accepte comme ça, et on n'a pas du tout de peur ni d'appréhension vis-à-vis de la mort en fait. C'est-à-dire que il prétend, et c'est là je ne fais que reporter les propos de l'auteur, que les autres religions ont inventé le concept de vie après la mort pour permettre aux fidèles d'avoir une mort paisible en fait, plutôt que d'être angoissés par cette idée-là. Faire zazen permet aussi de prendre du recul sur notre vie et de se poser par exemple des bonnes questions. Ce qu'il dit dans le livre, c'est qu'on peut se poser la question de ce qui est véritablement important face à la mort. Et par exemple, si on a un but dans notre vie, eh bien on se rend compte que face à la mort, en fait, on est tous égaux, que l'on ait un but dans notre vie ou pas, que l'on soit riche, pauvre, etc. On est tous égaux face à la mort. Et que de ce fait-là, en fait, finalement, ça sert à rien d'avoir des buts dans la vie. L'idée étant que si on a des buts dans la vie, on est concentré à la réalisation de nos objectifs, et donc on n'avance pas vers l'illumination, puisque l'illumination, c'est le fait d'être purifié intérieurement et de ne plus avoir d'ego du tout. L'idée, c'est que si on n'a plus d'ego, on doit ne plus avoir de désir, du coup, et si on n'a plus de désir, on n'a plus d'objectif, par le fait même. De fait, l'idée, c'est que si on n'a pas d'objectif, alors on se rend compte qu'on n'est rien à l'intérieur. On n'est rien du tout, et c'est ça qui nous permet d'avoir l'esprit calme et paisible, finalement, d'après le livre. Et c'est là où il raconte aussi du coup que lorsqu'on fait zazen, on n'est ni content ni triste, sans émotion comme la glace, rien comme la pureté du diamant. Donc voilà, ça c'est une vision des choses qui est assez... qui est vraiment particulière, mais qui est très bouddhiste du coup dans l'idée. Alors il y a aussi un dernier chapitre à la fin du livre qui est relativement court, où il fait le lien entre le christianisme et le bouddhisme, en faisant le lien entre ce qui ressemble en fait, d'après lui, entre le bouddhisme et le christianisme, et il révèle deux choses en particulier, notamment le message de compassion. D'après lui, du coup, il reprend l'évangile en disant que le message de Jésus, c'était si on te frappe, tends l'autre joue, et donc un message de compassion. Jésus voulait propager la compassion et l'amour au travers du monde, et il disait que c'est aussi le cas du Bouddha. Le Bouddha veut vraiment, et le bouddhisme de manière générale, est vraiment une religion, une philosophie qui est là pour être positive et rayonner et partager l'amour en fait, et la compassion. La deuxième chose à laquelle il fait référence, c'est aussi le formalisme. Le fait que Jésus s'est battu contre le formalisme à son époque, le formalisme des pharisiens notamment dans l'évangile, et il fait le rapprochement aussi avec Bouddha dans le fait que Bouddha, à la base, c'était un hindou, tout bêtement, qui a fait l'illumination, qui a eu une illumination et qui a créé une religion après par derrière en se disant que l'hindouisme, en fait, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessaires. Comme on l'avait vu d'ailleurs dans la vidéo précédente, la dernière vidéo était une vidéo sur l'hindouisme sur la chaîne, donc si jamais ça vous intéresse. Pour dire en un mot, l'hindouisme, c'est un joyeux bordel, mais c'est cool, voilà. Voilà, donc ça c'est particulièrement résumé. Alors c'est quelque chose que je trouve un peu bizarre quand même comme chose, alors ça c'est vraiment mon point de vue perso, le fait de se battre contre le formalisme, alors que le zen est quelque chose d'extrêmement codifié, au point qu'il y a une méthode pour aller aux toilettes, une méthode pour être debout, une méthode pour marcher, une méthode pour respirer correctement. Et après, l'auteur dit quand même que ça se bat contre les formalismes. Alors bon, je veux bien, mais c'était au tout début, alors. Pareil pour la chrétienté, quoi. Je veux dire, au tout début, ok, Jésus s'est rebellé contre les pharisiens, mais après, avec le Vatican, avec le christianisme et comment on appelle ça, la hiérarchie à l'intérieur de la chrétienté, notamment catholique, on peut pas dire que ça se bat vachement contre le formalisme, à mon sens en tout cas, on le voit pas très souvent. Donc voilà, ça c'était mon résumé
de La pratique du zen de Taizen Deshimaru, probablement que je prononce pas bien. Mon avis du coup global sur ce livre, c'est un très bon livre sur le zen, mais le zen en lui-même n'est pas si intéressant que ça si on a déjà étudié le bouddhisme auparavant, puisque le zen est une branche du bouddhisme, et donc si on connaît déjà le bouddhisme, à mon avis, c'est pas si intéressant que ça d'étudier le zen en tant que tel. Voilà, après, je vous invite à vous faire votre propre avis, et à me dire ce que vous avez pensé du livre, si jamais vous avez envie de le lire ou si vous l'avez déjà lu, dans les commentaires du coup de la vidéo. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour les listes de lecture sur le bonheur, cette fois-ci, qu'on n'a pas encore fini. Et ça sera donc le prochain livre, La sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Voilà, notre grand Pierre Rabhi national. On se retrouve donc la prochaine fois pour ce livre-là. Ciao!